Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à regarder dans le noir, ça marche pas. On est de retour après de nombreuses aventures et péripéties, vous l'avez peut-être constaté. On revient avec une petite vidéo à la cool, se remettre un petit peu dans le bain. À savoir que nous allons vous faire un petit classement. On va vous présenter les films qui nous ont marqués en 2022, que ce soit en bien ou en mal. On va commencer par les tops de cette année. Et le premier film, alors je pense qu'on va commencer par ceux qui nous ont vraiment le plus marqué cette année. Pour ma part, je pense que le film qui m'a le plus marqué cette année, c'est Piggy. Piggy va nous raconter l'histoire de Sarah qui est victime quotidiennement de harcèlement, notamment sur son physique, enfin essentiellement sur son physique. Et un jour, un étranger va en fait s'en prendre à 3 de ses harceleuses. Et là, pour Sarah, va se poser la question, est-ce qu'elle doit en parler à la police ou est-ce qu'elle protège cet étranger qui l'a quand même gentiment aidée? Enfin, gentiment pour elle. La réalisatrice Carlota Martinez Pereda avait déjà réalisé un film qui s'appelait aussi Piggy, mais c'était un court-métrage il y a quelques années. Et donc là, c'est l'adaptation en long-métrage de Secours. Si tu as vu le long-métrage, tu n'auras pas besoin de voir le court-métrage, parce que le court-métrage, ça va juste être le début du film, en fait. Et le long-métrage va reprendre, donc forcément le court, plus la fin de l'histoire. Alors le film, premièrement, il est hyper bien joué, il est très juste, il est hyper touchant en fait, parce que je pense que beaucoup de gens pourront se retrouver dans ce film de par justement le harcèlement que vit Sarah quotidiennement. Donc c'est un film qui est quand même assez dur, mais qui est très juste quand même et qui est vraiment percutant. Après, il va y avoir aussi toute la relation qu'elle va créer avec l'étranger, donc qui va l'aider, qui est très intéressante et qui est très creusée aussi dans le film. Qui est très ambigu aussi. Qui est très ambigu. Deuxième film qui, cette fois-ci, m'a marqué, enfin nous a marqué tous les deux, je pense, positivement. Alors, c'est un film assez clivant, comme beaucoup de films dans cette vidéo, vous allez le constater. C'est Les Crimes du futur, donc le dernier David Cronenberg. Alors, le film, comme je l'ai dit à l'instant, est assez clivant, à savoir que y a beaucoup de gens qui ont vraiment détesté ce film, qui avancent souvent un peu les mêmes arguments, qui sont compréhensibles d'ailleurs. À savoir que beaucoup de personnes reprochent à Cronenberg de beaucoup s'autociter dans ce film. Alors, c'est vrai que en regardant Les Crimes du futur, on peut avoir l'impression, à la première vision, que Cronenberg a un peu pioché dans sa filmographie, parce qu'il va y avoir un peu de Festin nu, un peu de Vidéodrome, un peu de Existence, surtout ces trois-là. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est déjà le fait que Cronenberg revienne au body horror pur, genre qu'il avait délaissé de mémoire depuis Les Promesses de l'ombre. Non, depuis History of Violence, je crois. Mais moi, ça m'a fait plaisir vraiment de revoir Cronenberg dans ce registre-là, de revoir un Viggo Mortensen toujours impeccable. On le dira jamais assez. En termes de visuel, on va dire au niveau de la construction des plans, moi j'ai vraiment apprécié, parce que certains plans, on va retrouver beaucoup de plans fixes en fait, que moi j'ai vraiment aimé au niveau du travail sur la photo, sur la composition des plans, sur les éclairages, etc. Et je trouvais que, alors c'est un peu simpliste peut-être comme constat, mais j'ai vraiment trouvé que le personnage joué par Viggo Mortensen, dont j'ai oublié le nom, clairement pour moi on peut le percevoir de manière assez simpliste, comme un miroir de David Cronenberg par rapport à la recherche du côté jusqu'au boutiste de l'art, etc. Il y a ce questionnement de jusqu'où peut-on aller par amour de l'art ou juste pour l'art. Il y a énormément de remises en question sur le mode de vie qu'on a en général aujourd'hui, sans pour autant oublier d'être un divertissement, sans pour autant oublier d'être un film de genre, un film d'horreur, parce que du coup, en termes de body horror, ça va quand même assez loin. À savoir que même si ce terme, excusez-moi, est très souvent utilisé aujourd'hui, et là on est clairement sur un film très très viscéral. Et quand je dis viscéral, c'est aussi bien au sens propre comme au sens figuré. Parce que des viscères, il y en a pas mal dans le film quand même. Pour vous donner une idée un petit peu du film, je vais volontairement pas vous le pitcher, je vais juste vous donner un petit élément. Un jour, Cronenberg, il y a très longtemps, dans une interview, a dit qu'il trouverait ça drôle d'organiser un concours de beauté, mais sur lequel on jugerait l'intérieur.
Par exemple, qui a le plus beau foie, l'élection du plus beau foie, du plus beau pancréas, de la plus belle rate. Eh ben, ce film, Les Crimes du futur, c'est ça. Ensuite, un des films, je pense qu'on est tous les deux d'accord, qui nous a le plus marqué cette année, c'est bien évidemment The Sadness. Je pense qu'il en a marqué plus d'un cette année. C'est vraiment un film coup de poing. Et, dans ta gueule. Dans ta face. C'est un film taïwanais. Donc il est réalisé par Rob Jabaz et donc l'histoire est assez simple et puis ça nous rappelle un petit peu le Covid, c'est toujours sympa en ces temps. Donc une mystérieuse épidémie en fait va se propager en Taïwan. À Taïwan. Merci. En Taïwanie. Et donc cette épidémie va altérer l'esprit des gens et ils vont rentrer dans des espèces de violences, d'actes très violents, c'est sacrément violent. Et un petit peu coquinou aussi parfois. Un petit peu coquinou. Voilà. Et donc on va suivre un couple qui va tenter de survivre au milieu de ce chaos. Voilà en gros pour l'histoire. Qu'est-ce que c'est-il qu'on a aimé, dis donc? Qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on a aimé? La violence, bien évidemment, mention. Ah, parce que nous, on aime bien regarder ça. Voilà, c'est ça, on va nous dire qu'on est barjots dans les commentaires, mais c'est pas grave. Pourquoi The Sadness? Déjà parce qu'il y a 0 temps mort, le film est ultra gore, ultra violent, il va toujours au bout, au fond des choses. C'est une très bonne série B et puis c'est jouissif, regardez-le finalement. Série B au sens noble du terme. Oui, c'est une très bonne série B. Le film va soulever des vraies problématiques de son époque, sans oublier bien évidemment d'être divertissant. Et vous le verrez, si vous regardez le film, regardez The Sadness. Et vous allez regarder le film. Parce qu'il est bien. Gros coup de cœur aussi, Men, réalisé par Alex Garland. Pas tout est dans le titre en fait, je pense. Ça va être un tout petit peu tendu de vous pitcher le film sans vous spoil comme un gros bâtard. Je vais essayer de faire clair, concis et précis. On va suivre donc le personnage de Harper qui, suite à une tragédie familiale, on va dire, va décider de se mettre au vert dans un Airbnb de luxe, on peut dire ça, au beau milieu de la campagne anglaise, qui va être accueilli déjà, on va dire, à bras ouverts par le maître des lieux, mis à part le fait qu'il fasse des vannes foireuses, pour l'instant rien d'anormal. Non, on dirait toi, quoi. Ouais, en pire. Et du coup, on va s'apercevoir peu à peu que ce personnage de Harper va assez rapidement être confronté à plusieurs hommes, au comportement assez étrange, intrusif, voire même plus que ça. Ça va être assez difficile de vous en dire plus. Mais on n'en dira pas plus. Et on n'en dira pas plus, on vous invite vraiment à voir le film. Alors ce film a fait grand bruit pour son discours ouvertement féministe. Alors oui, clairement, je pense que le film l'est compte tenu du départ, mais, et c'est là pour moi où le film est très très réussi, c'est que le propos, quand bien même il est très présent, quand bien même c'est la base du film, le propos n'étouffe pas, le film n'est pas étouffé, on va dire, par son propre propos. À savoir que le film n'oublie pas, encore une fois, d'être un divertissement, même si le niveau de lecture, le film est clairement engagé là-dedans. Le film est clairement féministe, mais le film ne se laisse pas étouffer par son discours féministe. On ressent une certaine sincérité dans le discours, là où beaucoup de films, je trouve, aujourd'hui, utilisent cet argument-là pour des questions, je pense, d'argent et de visibilité. Donc voilà, là, on est dans un film qui embrasse totalement son postulat de base, mais qui réussit le tour de force de ne pas être étouffé par son propre propos. L'atmosphère y est très intéressante, en termes de réalisation, impeccable, il n'y a rien à dire. En termes d'interprétation, pareil. Tous les acteurs, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont tous impeccables. Franchement, rien à redire. Moi, ça a été, je pense, à titre personnel, que ça a été il n'y en a pas eu beaucoup, mais une des plus grosses claques que j'ai prises cette année. Donc. Et pour ce 5e et dernier film du top, on va vous parler d'un film dont on a déjà parlé, donc on va pas vous faire l'affront d'en reparler. Vous pourrez retourner voir notre vidéo si vous ne l'avez pas vue. On va vous la mettre bien sûr là-haut. C'est Nope de Jordan Peele. Comme ça, on va pas vous en reparler. On vous laisse. Oh, même si vous avez vu la vidéo, vous pouvez retourner la voir. Ça fait des vues. Voilà. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir et puis vous verrez pourquoi il est dans notre top, puisqu'on vous explique tout. Mais ouais. Bah oui. Du coup, maintenant, on passe au. Et c'est là qu'on varie. Ouais, parce que cette année, il y avait quand même beaucoup de flops. On n'a pas eu énormément de coups de cœur comme certaines autres années. Alors, il faut dire que on n'a
peut-être pas pu voir tous les films qu'on projetait de voir. On a essayé d'en voir un maximum. C'était un peu tendu, surtout les 2 derniers mois, pour contrainte de temps. Hein. Vous en avez aperçu. De temps, de Covid. De problèmes techniques. Enfin, c'était le bordel. On a réussi à poncer quand même pas mal de films qu'on voulait voir. Et sur ces films-là, il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu beaucoup de déceptions. À commencer par... Pour moi, la plus grosse déception, j'hésite entre 2. Non. Si, j'hésite entre 2, vraiment. Non. Si, j'hésite entre 2, mais vraiment... Moi, je sais ce que c'est. Il y en a 2, vraiment. Mais peut-être qu'en numéro 1, je peux dire les 2 ? Non. Merde. Bon, allez, ok. En numéro 1, je dirais The Northman. Vraiment, ça a été une déception incroyable. Je pense, été une déception pour énormément de monde. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un film de Robert, pas zombie. L'autre. Robert, bien sûr, Eggers. Et Gers. On est en France, mon Dieu. Excusez-moi. En plus, dedans, il y a Anya Taylor-Joy que j'adore. Et puis il y a un Skarsgård, on ne sait plus lequel c'est. Alexander. Voilà. Et donc le film va raconter quoi ? Bien sûr, il va raconter une histoire de viking. Il y avait évidemment. tout pour que ça nous plaise en fait. Il y avait pas mal de choses pour que ça nous plaise, bien sûr. Ne serait-ce que le réalisateur, il n'y avait pas de raison qu'il se foire, mais en fait si. Donc l'histoire, elle est assez facile. On va suivre Hamlet qui va perdre son père, qui se fera assassiner par son oncle et qui va ensuite kidnapper sa maman. Est-ce que tu l'as, le truc ? Ça vous dit peut-être quelque chose. C'est assez facile, il s'appelle Hamlet, l'histoire c'est la même, bref, c'est une relecture de Hamlet, voilà. Et de Conan le Barbare. Hein. Mais surtout d'Hamlet. Oui, mais Conan, il y a quand même du plan par plan, je suis désolé. Ouais. Et donc du coup, une vingtaine d'années après donc, le meurtre de son père et puis le kidnapping de sa mère, il va rencontrer une voyante qui est Björk, en plus la chanteuse, en plus, qui va lui dire « Eh oh, je te rappelle quand même que t'es censé venger ton père, retrouver ta mère et assassiner ton oncle. » Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Alexander, bouge-toi le cul, quoi. Et ben il va faire ça, voilà. Et franchement, comme ça, sur le papier, ça avait l'air pas mal. Hein. Mais le film est long, il se passe pas grand-chose. Pour moi, le film repose entièrement sur son climax, en fait. Oui, voilà. La fin est vraiment visuellement super belle. Même ça, si vous avez vu... vous connaissez l'histoire d'Hamlet. Si vous avez vu Star Wars épisode 3, vous avez vu la scène finale de The Northman. Si vous avez vu Conan le Barbare, vous avez vu le point de départ de The Northman. Il manque beaucoup de choses dans ce film, et en fait, on peut même pas dire que d'un point de vue technique, il soit mauvais. De son propre aveu. Parce que, je pense que le problème, c'est que il a été bridé, peut-être, tu vois, finalement. Parce qu'il n'était pas chez A24 et alors je dis A24, excusez-moi, je ne suis pas américaine, mais je pense qu'il a été, c'était une grosse production, il me semble, hein, et puis ça a été un gros beat, donc du coup, il me semble que son prochain film, il est passé à la trappe, hein, Nosferatu. Ouais, il est poubelle, hein. Donc et ça fait chier vraiment parce que c'est un super réalisateur et que il y a de fortes chances qu'il se soit cramé dans le cinéma aujourd'hui, quoi. Pour moi, ça soulève même un autre problème. Ça soulève un peu la fragilité du système des studios hollywoodiens aujourd'hui, du système hollywoodien, parce que on en est à un point où un échec commercial sur un film peut remettre en question énormément de projets. On le voit en ce moment avec Warner, chez qui c'est un bordel monstrueux en ce moment. On ne sait pas du tout où ils vont. Et là, on en est arrivé à un point où un faux pas dans une carrière, ça peut remettre toute une carrière en question. Et pour moi, là, je vais peut-être un peu loin dans la suranalyse, mais pour moi, c'est assez symptomatique de la fragilité du système hollywoodien aujourd'hui. Le problème, c'est que là, c'est un réalisateur talentueux qui en fait les frais. C'est ça. Et un film qu'on attendait beaucoup qui en fait les frais. Aussi. Jeepers Creepers. Que dire ? Je ne vais pas m'étendre sur les 2 premiers films parce que je pense que tout a déjà été dit dessus. C'est toujours un peu difficile de parler des 2 premiers films en détail, donc on va un peu s'abstenir de dire ce qu'on en pense, mais en tout cas, moi, dire que j'en attendais beaucoup, oui et non, mais après l'échec cuisant qu'a été le numéro 3 réalisé par Victor Salva, qui était digne de rien, du pire des DTV sorti tout droit j'ai assaillé le mot, j'ai fou le mot. De rien du tout. Là, de voir un Jeepers Creepers réalisé par quelqu'un d'autre, je me dis on savait pas trop si c'était une suite, un reboot, un remake, un soft reboot, enfin bref. Visiblement, c'était pas l'objet du truc. Dire que j'en attendais beaucoup, c'est peut-être un grand mot. Mais
Disons que c'est un film que j'attendais au tournant. Je vais pas faire dans l'originalité, je sais même pas comment le pitcher en fait, tellement c'est bateau en fait. Si, ben l'histoire elle est assez facile. C'est un couple fanatique d'horreur. Ouais, un côté méta qui apporte rien déjà. Oui, qui partent à un festival genre Bloody Weekend, voilà. Mais c'est un peu un truc de la loose au fin fond de la Louisiane. C'est quand même assez pourri. T'as l'impression qu'ils ont vraiment tourné ça avec 3 bouts de ficelle, quoi. En fait, on est clairement devant un film méta parce que le Creeper, donc la créature des 3 premiers films, est ici même pas une légende urbaine, c'est une créature du folklore, enfin bref, c'est comme nous on connaît le Creeper aujourd'hui, voilà. Oui. Nous on connaît le Creeper aujourd'hui, donc le film est ancré dans notre univers à nous, pas dans l'univers des 3 premiers Jeepers Creepers. Et c'est pour ça que déjà ça c'est très déstabilisant, parce que est-ce que ça se place dans la continuité des 3 premiers? On sait pas trop. Déjà ça, le côté méta, ça aurait pu être intéressant. Il y a eu des œuvres méta assez intéressantes, j'en veux pour preuve des films comme Freddy sort de la... J'aurais même pas cité celui-là, j'aurais dit comme Freddy sort de la nuit, Scream, pourquoi pas. Voilà, mais ça n'importe rien. Visuellement, le film est dégueulasse, mais d'un niveau de dégueulasserie, empreinte de dégueulassitude. Je crois que la dernière fois que j'ai vu un truc aussi moche, c'était Peninsula. Oh putain, Peninsula. Non, c'était encore pire que Peninsula. Parce qu'à un moment donné, quand même, il monte en haut d'une. Je sais plus ce que c'est, une maison ou un truc. Ouais, tout est en fond vert, mais tu vois en fait que c'est un fond vert derrière. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Les incrustations ne fonctionnent pas en termes d'éclairage. La photo ne fonctionne pas, les acteurs sont malaisants. En roue libre. Carrément, ils sont tous totalement en roue libre. Le design du Creeper, il apporte rien par rapport aux 3 premiers. C'est assez ambigu d'en parler par rapport au passif de Victor Salva. Mais en fait, le Creeper a perdu son côté malsain en fait. Là, t'es devant un slasher totalement lambda en fait. Oui, c'est devenu un... Ouais. Il aurait mieux valu, franchement. Moi, je pense que ce film n'aurait jamais dû être fait. Parce que je comprends parfaitement que ça pose problème de donner cette image-là. Je vais pas lancer de débat là-dessus, mais en fait, je comprends aujourd'hui que le comportement du Creeper dans les 2 premiers films soit très très malaisant. Je le conçois. C'est parfaitement compréhensible. Mais il y aurait peut-être eu quand même autre chose. Il y aurait peut-être eu d'autres voies à explorer que ce qu'on nous sert là dans le film. Parce que là, tu remplaces le Creeper par n'importe quel tueur de slasher sorti de n'importe quel DTV. Tu aurais eu le même résultat. C'est juste un slasher complètement random sur lequel on a collé en gros la licence Jeepers Creepers. Et franchement, documentez-vous, regardez dans quelles conditions a été fait le film. Même les conditions dans lesquelles le film a été fait, elles sont douteuses. Le film, dès les balbutiements, dès le point de départ, c'était un ratage dès ses balbutiements. Le film, il était voué à être un échec. Ça ne pouvait pas être autrement. Le film est fidèle à ce qu'on attendait, quoi. Savoir que c'est un ratage intégral. Moi, je l'attendais parce que je voulais voir ce qu'on pouvait faire de ce Creeper-là, justement, en s'écartant de ce côté malsain, etc., prédateur, dégueulasse et tout ça, des premiers. J'attendais de voir ce que pouvait devenir cette créature. Bah là, en fait, il devient juste rien. En fait. Non, mais là, le Creeper, la franchise est morte. Je pense que le seul point positif dans ce film, pour moi, c'est qu'il n'y en aura pas d'autres derrière. Et c'est très bien. Je pense que la franchise est morte et c'est tant mieux, en fait. Donc, ok, qu'on laisse cette franchise là où elle est et qu'on n'en parle plus. Enfin, qu'on n'en parle plus, je veux dire. Qu'on n'en fasse plus, en fait. Bien sûr, si vous êtes fan des 2 premiers, vous avez le droit, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais... laissez le Creeper, oui. Laissez le Creeper est mort, laissez-le, oui. Alors, le deuxième gros flop de l'année pour moi, et c'est sur celui-là que j'hésitais entre Northman et donc celui-ci, c'est Prisoner of the Ghostland, puisque c'est un film de Sono Sion avec Nicolas Cage, donc j'en attendais énormément. Si vous voulez des blagues sur mes testicules de Nicolas Cage, allez-y. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues sur ces. Il y a beaucoup de blagues. Il y a toute une sous-intrigue sur les couilles de Nicolas Cage. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les testicules de Nicolas Cage, c'est ça. Il va peut-être y avoir une suite avec en perso principal les couilles de Nicolas Cage. C'est bien dommage parce que l'univers est quand même sympathique. Moi, je trouve que l'univers aurait pu être chouette. L'histoire est un petit peu bateau quand même. En fait, donc Nicolas Cage joue le rôle d'un criminel qui est payé en fait pour ou libéré même de prison, je me souviens plus. Bref, c'était tellement et puis je me souviens plus trop. En tout cas, il est envoyé pour libérer une princesse du Ghostland. C'est Super Mario en fait. Non, mais voilà, c'est ça. Mais de toute façon, le point de départ est what the fuck. On s'en fout à la limite. C'est un film de Sono Sion, tu vois. Je veux dire. Tout était possible, franchement, mais il aurait pu faire un truc de dingue. Il y a plusieurs tableaux,
Ça aurait pu être intéressant, mais ça l'est pas parce que c'est chiant, parce que et je sais pas, même Cage, il est pas ouf dedans. Ouais, il est pas ouf. Non, oui, il est pas ouf. Non, mais il est pas terriblement bon. Il fait Nicolas. C'est fou quand même. Hein, c'est une prouesse parce que Nicolas Cage fait du Nicolas Cage sans faire du Nicolas Cage. Ouais, je sais pas. Il se fait exploser les couilles aussi d'ailleurs. Maintenant que j'y pense en parlant de couilles et tout. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. La sous-intrigue, non, mais c'est ça. Il y a une sous-intrigue. Non, mais même Nicolas Cage. Au moins, si Nicolas Cage avait fait du Nicolas Cage, mais en mode Nicolas Cage, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Il manque quelque chose à ce film. Il manque la petite touche de folie qui aurait pu se faire justement avec un réalisateur comme Son Sion et avec un mec comme Cage. Et en fait, je sais pas, le mélange de deux hommes fous, en fait, n'a pas suffi à faire un truc encore plus fou. Alors je pense que la folie, ils étaient trop ouf en fait, ça a annulé le... Et ça, ouais, je sais pas comment dire. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très décevant. Bah, le ressenti, c'est que t'as l'impression qu'à un moment donné, sur les tournages, il y avait... Attends les gars, calmez-vous. Hein, non, c'est bon, vous allez trop loin. On va se poser tranquillement, on va parler. Des couilles de Nicolas. Des couilles de Nicolas. non, mais c'est... Non, mais voilà. Non, c'était très... J'ai même rien à en dire de plus parce que c'était plat. Eh ben, on va rien en dire de plus. Eh ben, voilà. Arthur Malédiction. Que dire? On n'en attendait rien. Bah, moi, j'en attendais beaucoup. Rien du tout. Mais non, pourquoi tu mens? On n'en attendait rien. Alors, si, moi, si. Alors, moi, si. Mais moi, tu m'as vendu... Alors, déjà... Pour les deux du fond qui dormaient ou qui sont nés en 2010, tout le monde connaît, je pense, la saga Arthur et les Minimoys. Je suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout. Je n'ai pas grandi avec, j'ai pas d'affect particulier avec cette série. Il existe des attractions sympas dans certains parcs d'attractions sur l'univers d'Arthur. Notamment à Europa Park. Spécial très belle attraction. À la famille Mac, hein, s'ils nous regardent. On a perdu une lumière. Excusez-nous, nous revenons. Donc Arthur Malédiction, un film que moi j'attendais, mais pas pour des raisons... pour rire pour rigoler, franchement. Parce que, franchement, j'ai vu une affiche, Arthur Malédiction, je me suis dit... Quoi? Mais vraiment. Mais même moi, la première fois que j'ai vu l'affiche, je me souviens exactement où on était en voiture et tout. De ouf. Je pourrais même te dire où, on a vu les affiches, elles étaient sous un pont. Non mais déjà, les affiches, elles étaient sous un pont, c'était des affiches en A4. Imagine déjà, le mec qui a posé les affiches, il savait que ça allait bider. Il s'est dit, on va même pas faire des formats... on va même pas faire des formats grands. On va faire que des A4, on va les coller sous un pont. À un point où je me suis demandé si c'était un spectacle, tu vois, fait par un petit théâtre de Strasbourg. C'est pas Besson qui réalise déjà, c'est une production... Mais il a fait le scénar. Il a scénarisé. Alors, je me suis dit, un film après Winnie qui tue des gens, je me suis dit, pourquoi pas un film d'horreur dans l'univers d'Arthur et les Minimoys. Sauf que, en fait, c'est pas ça du tout. Alors, est-ce que des gens se souviennent de films français des années 2000 tels Brocéliande ou Promenons-nous dans les bois? Parce que des gens se rappellent de ça. Les oubliés, ils s'en souviennent. Spécial dédicace, les amis. Eh ben, en fait, franchement, moi, je peux même pas... C'est un flop, hein, clairement. Mais je peux même pas dire que j'ai passé un mauvais moment parce que ça m'a rappelé cette catégorie de films-là. J'ai fait un bond de 20 ans en arrière. Déjà, le postulat même du film est un énorme foutage de gueule. En fait, non, c'est même pas... oubliez l'univers d'Arthur et des Minimoys. Oubliez. C'est un film méta. Il y en a beaucoup dans cette vidéo. C'est une bande de fans qui ont grandi avec la saga Arthur et les Minimoys et qui vont visiter la maison qui a servi au tournage d'Arthur et les Minimoys. Et c'est tout. Et c'est le seul putain de rapport qu'il y a avec la saga. C'est tout. Ah oui, parce que quand tu vois la chute du film... Tu te dis, non mais tout ça pour ça, sérieusement? En fait, c'est encore une fois, comme Jeepers Creepers, c'est un slasher totalement random. Ah non, mais là on n'est même plus... Un slasher français random, produit par Luc Besson, nom de Dieu. Excusez-moi, je me suis égaré. Franchement, regardez-le pour vous faire une idée, mais... Ah mais tu peux rire et puis il y a des faux raccords aussi. Oh putain, mais oui, c'est un hein. festival. En fait, c'est un film qu'on pourrait projeter. Alors, franchement, je déteste faire ça parce que je reconnais toujours la valeur qu'il y a, la valeur du travail qu'il y a derrière un film. Un long métrage, c'est une montagne de travail. Voilà, donc toujours énorme respect aux personnes qui ont fait le film. Mais là, ce film, on pourrait le projeter dans des universités spécialisées dans le cinéma pour dire voilà tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. C'est pas gentil ce que tu dis. Mais c'est vrai, en même temps, c'est un fait.
En fait, il y a un tel festival de faux raccords. Il n'y a pas de direction d'acteur. Vraiment, ce film, alors, encore une fois, j'ai horreur de dire ça, mais le film, il réussit la prouesse de la première seconde à la dernière seconde. Rien ne fonctionne en fait. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Que ce soit les relations entre les personnages, que ce soit les incohérences entre chaque plan, tu te dis attends. Ça va tellement loin dans le n'importe quoi, je sais même pas quoi en dire en fait. Bah, il n'y a rien à dire en fait. Donc le postulat est mensonger, les acteurs, il n'y a pas de direction d'acteur et les pauvres, à mon avis, ils ont composé avec ce qu'ils avaient. C'est un film qui repose sur une franchise, mais qui ne respecte pas son postulat de base. J'avais un cliché très limite en plus, enfin bref. Ouais. Bref. Enfin franchement, et pourtant, j'ai pas passé un mauvais moment parce que pour moi, on a là... là, on est face, alors même si le titre, le terme, il est complètement galvaudé aujourd'hui, pour moi, on est face à un authentique nanar. Vraiment, franchement, je me suis fendu la gueule. Vraiment, j'ai vraiment rigolé. Dernier film de ce flop de l'année, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Halloween Ends, le dernier de la nouvelle trilogie. Le dernier de la nouvelle trilogie. Alors, déjà, rien que le pitch, ça ne va pas, puisque on se retrouve, je sais plus, 4 ou 5 ans après Halloween Kids. Il y a des points sur ce film-là, on est d'accord pour dire tous les deux que c'est un ratage. Mais il y a on a des opinions sur certaines choses qui divergent. On n'a jamais divergé. Donc, ça se passe donc 4 ou 5 ans après, donc Halloween Kills, pardon. Laurie vit des journées paisibles dans son petit village avec sa petite fille, puisqu'elles vivent maintenant ensemble, et elle a décidé d'écrire ses mémoires. Alors déjà là, t'as envie de te flinguer, je suis désolée. Bah, curieusement, il semble qu'elle ait tourné la page Michael Myers. Déjà. Oui, mais de toute façon, il n'existe plus, il n'est plus revenu depuis, il a, semblerait-il, disparu. Alors que je rappelle que dans le film de 2018, ça faisait genre 30 ans qu'elle l'avait pas vu, mais elle était quand même toujours obsédée par Michael. Déjà. Alors là, elle a décidé qu'il fallait tourner la page. Donc déjà, niveau psyché. Voilà. Alors, le film est long. Mais vraiment très long. Que ce soit au niveau de la durée ou au niveau du ressenti. C'est ça, il n'y a rien qui va. Non, mais là, ressenti, 6 heures de film. Et surtout, Michael Myers, finalement, on le voit quand même pas beaucoup. Et Laurie non plus. Et Laurie non plus. Alors, du coup, c'est un Halloween avec Laurie et Michael Myers, mais sans trop Laurie et Michael Myers. Moi, j'ai même rien à en dire, en fait, parce que c'est plat. Il y a quelque chose qui ne colle pas déjà au niveau de la représentation de Michael Myers, pour moi, telle qu'elle est faite au début du film. Parce que Michael Myers, tu vas le voir au début du film. Ils l'ont tué, clairement. Ils ont assassiné Michael Myers je sais pas combienième de fois, parce que finalement, il est quand même mort beaucoup. Donc, une fois de plus, ils l'ont tué, mais pas du tout dans le bon sens du terme. C'est vraiment, ça fait mal au cœur de le voir comme ça. C'est un peu là que nos avis divergent en fait. Alors moi, il y a peut-être un truc que j'ai trouvé intéressant dans ce film. C'est très mal fait, c'est très mal amené, mais il y a une idée à laquelle j'aurais pu adhérer si ça avait été fait correctement. Il y a un personnage dans le film qui voue une espèce d'obsession. Ça, c'est pas du spoil, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. Il y a un personnage qui voue une espèce d'obsession à Michael Myers et qui va reproduire en gros les crimes de Michael Myers. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil, mais c'est très mal amené. Ce n'est que le point de départ du film. On n'est pas en mode je sais plus quel vendredi 13 où c'est un copycat qui prend la place de Jason. On n'en est pas là. Ça aurait pu franchement être intéressant. En fait, ce film, je pense qu'ils avaient juste envie de faire cette trilogie pour que ce soit une trilogie. Mais pour moi, les deux premiers se suffisaient à eux-mêmes. Le premier se suffisait à eux-mêmes, bien sûr. Le premier de la nouvelle trilogie, Halloween 2018, oui, ça va de soi. À la limite, Halloween Kills, tu vois, ça aurait pu être une bonne fin. Et puis voilà, on n'en parlait plus en fait. C'était la fin et puis on termine là et on s'arrête. On n'était pas obligé de faire celui-là. C'est vraiment celui de trop. À la limite, Halloween Kills avait encore son lot de scènes iconiques. Ouais, voilà. La scène avec les pompiers. Bah ouais, clairement. Même si le film était très maladroit, il y avait quand même des choses intéressantes dedans. Là, ça n'est pas le cas. C'est une coquille vide. Troisième catégorie, on va vous parler des films qu'on a moyennement aimés. Des films. Ouais, des films beaufs. Un film que j'attendais pas mal, mais qui m'a quand même assez déçue parce que je trouvais qu'il allait pas au fond des choses. C'est X de Ty West avec Jenna Ortega, elle est partout décidément, et avec Mia Goth. L'histoire, c'était l'histoire de plusieurs cinéastes qui partaient au fin fond de la cambrousse texane pour tourner un film. De boule. J'aurais dit ça plus joliment, moi.
pour les adultes, monsieur. Et donc pendant le tournage, ils vont se faire surprendre par les habitants donc de la ferme là dans laquelle ils tournent. Et puis bien évidemment, ça va partir en cacahuète. Oui. Tu vois, je voulais éviter de dire ce mot une fois de plus. Merci. Et pourquoi il m'a déçu? Parce que on peut pas dire qu'il soit mauvais. C'est un film qui est correct. Pour moi, il va pas au bout des choses. Je m'explique. Un film qui s'appelle X, qui te dit qu'on va tourner un film X, tu t'attends quand même un petit peu plus de chair, on va dire ça comme ça. En fait, t'aurais pu faire un truc... Pas beaucoup plus subversif en gros. Ouais. Il est un peu trop sage le film par rapport à son T'aurais pu faire un truc bien sale justement avec les scènes un peu olé olé, tu vois, pour pas dire autre chose. Sans les montrer explicitement, ça va de soi. C'est ça, voilà. Mais t'aurais pu faire quelque chose qui va plus dans ce sens-là. Là, c'est quand même très plat. C'est assez classique comme slasher. Ouais. Il manque ce petit truc en plus qui fait que le film s'appelle X. Bah t'aurais pu montrer, sans le montrer explicitement, t'aurais pu faire des sous-entendus peut-être plus appuyés sur le côté, alors je mets des gros guillemets, hein, sur le côté glauque, l'aspect glauque de certains aspects du tournage d'un film X, tu vois, par exemple, ça aurait pu apporter quelque chose. Là, voilà. le film est trop sage pour son postulat de base, en fait. Ça veut dire, même un film, enfin, même la saga, par exemple, Vendredi 13, elle est plus axée vers ça. C'est une idée, ça, pour une suite. Jason fait éruption au milieu du tournage d'un film de boules. Oh, il y est presque. Non, mais bon, il y est presque. Oh, il s'éclaterait. Oh là là. C'est ça qu'il cherche, lui. Ah ouais. Des jeunes en quête de chair. Ah ouais. Bref, voilà. Pour moi, le film, il n'exploite pas son postulat de base et c'est dommage parce que ça aurait pu être un très bon film. Mais bon, bref. On attend peur et on attend de voir ce que ça va donner. Scream, bon bah, pas grand chose à en dire. Alors, étant un adepte, un inconditionnel, un aficionado, tout ce que vous voulez, de la saga jusqu'au 3, on va dire, même si le 3, il était déjà. Le 4 m'avait pas laissé une empreinte indélébile dans mon petit cerveau de cinéphile. Mais, après l'avoir revu il n'y a pas très longtemps, j'en gardais un plus mauvais souvenir, honnêtement. Celui-ci me laisse une impression d'inachevé. En fait, c'est comme beaucoup de films en ce moment, c'est un film qui est fait pour relancer une franchise, pour surfer sur la vague de nostalgie du cinéma des années 80-90. Pour moi, on est plus en présence d'un soft reboot que d'une suite. L'intrigue est la même que le premier, sauf que vous remplacez les téléphones par les réseaux sociaux, si je raconte pas de conneries. Je regarde même pas beaucoup de souvenirs et pourtant on l'a vu il y a pas très longtemps. Ouais, c'est vrai. De mémoire, ça doit être ça. Vous remplacez les téléphones par parce qu'il allait pas non plus au bout de son. Non, il allait pas non plus au bout de son idée. Parce que c'est vrai qu'il y aurait eu matière à faire justement avec les nouvelles technologies et tout. Et finalement, il va pas au bout du truc non plus. Bah, au niveau de la représentation des personnages, c'est pareil. C'est un peu les mêmes tares que ce qui se fait aujourd'hui. Oui, on a un peu les millennials. C'est un peu les millennials vus par les boomers, quoi. Ouais. C'est un peu maladroit au niveau de l'écriture des personnages. J'ai pas forcément passé un mauvais moment, sauf à un moment précis du film où il y a eu des choses que je ne peux pas tolérer au niveau du traitement de certains personnages. On sait que Mylène s'en est pas remise non plus. N'est-ce pas? Toute ma compassion à toi, camarade youtubeuse. Je sais qu'on a ressenti les mêmes choses tous les deux. Après la vision du film, on a parlé longuement ou pas. Il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Bon, est-ce que c'est un film que j'attendais? Oui. Est-ce que c'est un film qui m'a déçu? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est une réussite? Non, pas non plus. C'est pour moi un film assez lambda en fait. Est-ce que j'attends la suite? Non, puisque visiblement il n'y aura pas Woodsboro, il n'y aura pas Sidney Prescott non plus, et il n'y aura pas mon personnage préféré dans le film. Donc non, je n'attends pas la suite. Je suis une grosse victime, donc je vais la regarder quand même. Après, on va quand même vous faire quelques petites mentions honorables parce qu'il y a des films qu'on ne pouvait pas mettre dans le top parce qu'on voulait en mettre que 5. Et on va passer très très vite parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Déjà là, je pense qu'elle est beaucoup trop longue. Moi, en numéro 1, dans les mentions honorables, il y a un film français dont je voulais absolument vous parler parce qu'il est vraiment cool et qu'il est disponible sur OCS. C'est une production OCS. C'est un film français qui s'appelle Deep Fear. C'est un film, je peux pas dire qu'il soit exceptionnel, mais il est intéressant. Alors déjà, je vais vous raconter de quoi ça parle. Donc déjà, ça se passe dans les années 80 ou 90.
Donc avec tout ce que ça implique, notamment donc des catacombes, des skinheads. Ouais, des catacombes, des skinheads, et bon bref. En tout cas, en gros, l'histoire c'est une bande d'amis. 3 amis qui, avant le départ d'un des 3 pour le service militaire, vont faire une excursion dans les catacombes de Paris. Pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes, le service militaire, c'est un truc qu'on faisait avant. Quand tu avais 17 ans, je crois, en gros, on t'envoyait à l'armée. Avant, avant, tout le monde était militaire. C'est ça. Voilà, je pense que j'ai été assez condescendant. C'est bien. Donc ils vont descendre dans les katas, mais ils vont pas faire ça. Enfin, ils vont pas voir avec un guide touristique et tout. Non, non. Ils vont faire ça avec des cataphiles. D'ailleurs, il y a tout un tas de blagues sur les cataphiles avec les catacartes. Bon, bref, c'est pas très drôle, mais t'as dit qu'on allait vite. Ça nous a fait rire parce qu'on est beauf. Bref. On va vite. Bien évidemment, ils vont descendre dans les catacombes et puis ça va pas se passer comme c'est censé. Parce qu'ils vont tomber sur des trucs un peu chelous. Ouais, puis là, c'est pas du spoil, ils vont se perdre, hein, sinon il n'y a pas de film. Oui, mais après, on va pas vous dire sur quoi ils tombent, mais vraiment, il faut le voir parce qu'il est vraiment cool. Bah, on passe un bon moment. Tombe par terre. Fall. À ne pas regarder si vous souffrez de vertige. C'est quoi le pitch? C'est facile. De Urbexu. Ouais, c'est 2 jeunes filles. 2 jeunes filles, ouais, dont une youtubeuse, je crois. Oui. Ou streameuse, ou quelque chose du genre. Un truc du genre. Un truc du genre. Comme nous, un peu. Ouais, mais en mieux. En mieux. En plus organisé. Qui vont se faire un petit kiff et qui vont, pour le buzz, escalader une antenne relais inutilisée qui est vraiment très très haute. Et isolée. Et isolée. Hein, je crois elle fait 200 pieds de hauteur. Ouais, donc faites le calcul ça fout vraiment le vertige. Et comme c'est surprenant, elles vont se retrouver coincées là-haut, sans pouvoir redescendre. Voilà, sans téléphone. Sans téléphone, sans vivre, sans eau, sans nourriture. Au milieu du désert. Sans trousse de secours. Parce qu'elles sont vachement organisées. Alors derrière ce pitch qui peut paraître simpliste, en fait, il y a quelque chose de simple et d'efficace. 2 antagonistes, une situation, et c'est tout. Et la prouesse de ce film, c'est qu'il arrive à faire, sur ce postulat aussi simple, il arrive à tenir le spectateur en haleine pendant quoi, 1h30 Pendant sa durée. Il y a même du twist intéressant dedans. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, le film est vraiment bien fait. Alors il n'était pas assez... en haleine. On a même hésité à le mettre dans le top. Ensuite, dans les mentions honorables cette année, il y avait Deadstream aussi qui est disponible sur Shadow et qui nous a vraiment bien fait marrer. C'est pas un film exceptionnel, mais franchement, on a passé un très bon moment. Oui. Parce qu'on n'est pas fan de comédie d'horreur. Ni de found footage. Ni de found footage. Et là, pourtant, il coche toutes les cases. Hein. Il est found footage, il est horreur et il est comédie à la fois. Il y a des doigts dans le nez. Il y a beaucoup de doigts dans le nez, mais il est vraiment marrant. Franchement, c'est exceptionnel. Donc, c'est l'histoire d'un youtubeur qui fait de l'urbex. Enfin, non, je suis pas sûre qu'il fasse vraiment de l'urbex, mais en tout cas, là, il a décidé de faire de l'urbex. Non, c'est un youtubeur, en gros, qui c'est même un streamer. C'est un streamer qui se fait bâcher et qui, pour regagner des abonnés, qui pour le buzz va faire un truc hardcore en fait. Voilà, dans une maison hantée, abandonnée, machin. Et puis bon, bien évidemment, la maison est vraiment hantée parce que sinon il n'y a pas de film. Et vraiment, le film est tordant. Les réactions du streamer sont fantastiques. Il est tordu et il est tordant. Vraiment, regardez ce film, il est vraiment très marrant. Ouais. Il est dégueu. Il est dégueu. Il y a beaucoup de doigts dans le nez. Barbarian. C'est pareil, il a failli finir dans le top. Ouais. Alors pourquoi on le met là? Parce que c'est un film Disney. Oui. Et on a été extrêmement surpris. Du coup, ce film, il fonctionne de ouf parce que je pense qu'on a tous eu la même réaction en se disant... On n'en attend rien. Ah ouais? Ça va vraiment atterrir sur Disney+. C'est ça. Écoute. Non, c'est simple, c'est efficace. Oui. Le film, en plus, va là où tu l'attends pas. Parce que quand tu commences à regarder ce film, tu te dis... Ah ouais, non, mais c'est bon, Ouais, tu te dis, tu vois l'intrigue arriver à des kilomètres. Et la fin, je la vois arriver. Eh bien, en fait, non. Parce que tu te dis, il y a des choses qui te paraissent tellement évidentes au niveau de l'écriture des personnages. Tu te dis, c'est lui ou elle l'antagoniste. Et ben en fait, non. Et là, tu prends un contre-pied. Ouais, et à un moment donné, tu te dis, ah putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Mais même de par la nature du film. C'est ça. On vous en dit pas plus. Allez regarder Barbarian sur Disney+. C'est pas une OP, on n'est pas sponsorisé par Disney. Non. Et pour la dernière mention honorable, c'est un film que je voulais mettre dans les tops, mais j'ai pas eu le droit. Parce qu'on m'a dit tu n'as le droit qu'à 5 films. Alors j'ai été obligée de le mettre là. Mais sincèrement, pour moi, il méritait vraiment sa place dans les tops. C'est Bones and All avec Timothée Chalamet, qui est un film vraiment cool. Ça a été une superbe surprise. Non, en vrai, je l'attendais de ouf et j'ai pas été déçue. Et encore un film qui se passe dans les années 90 d'ailleurs. Ça se passe dans les années 80 ou 90. 80 même. Ouais, ça se passe pendant l'ère Reagan, je crois. Reagan. Oui, c'est ça, donc dans les années 80. Et donc là, on va suivre une jeune fille cannibale
Voilà, qui va tomber amoureuse d'un monsieur Cannibale. cannibale aussi. Et ça va être un road trip en fait. En fait, c'est une espèce de road trip d'horreur cannibale. En fait, il y a tout dans ce film. Il y a de la romance, il y a du road trip, il y a du thriller, il y a de l'horreur, il y a tout. Et le film, en fait, il est hyper touchant. Moi, je l'ai trouvé très touchant. L'histoire, la romance est très touchante, mais il y a aussi une histoire à côté qui est aussi très touchante. Et la fin, bref, regardez ce film, il est génial. Acteurs, quoi. Ouais. Les deux, hein. Ouais, les deux acteurs sont super. En fait, on pourrait traduire ça par romance d'horreur, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et le titre du film prend tout son sens à la fin. Complètement. C'est tout pour les catégories. Maintenant, on vous demande de rester encore un peu parce que on a eu le privilège, on va dire, hein, de voir en avant-première le prochain film de Hugo Koenig. Alors Hugo Koenig, c'est un réalisateur français qui avait déjà réalisé Night Shot, qui était une de nos premières chroniques qu'on avait vraiment aimé. On va pas vous pitcher le film plus que ça parce que on a eu la chance de le voir, on ne sait pas encore quand ni comment il va sortir. On vous tease juste un petit peu le truc en vous disant que nous on a vraiment accroché, franchement. Encore une fois, on salue ce genre d'initiative et on pense vraiment que ce genre de film doit être soutenu. Ouais. Donc scrutez la sortie de ce film qui s'appelle Glitch avec 2 I, je crois. 3 I, je sais plus. Pardon Hugo. Hein, de toute façon, nous, on vous tiendra au courant de l'avancée du projet et sous quelle forme il sortira. Est-ce que ce sera du DTV, du ciné, du Shadows, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, on vous tiendra au courant de l'avancée du projet et puis dès qu'il sortira, bien évidemment, on vous fera une chronique parce que c'est hyper important de soutenir ce genre de film. Ouais, et si vous voulez avoir une idée de ce dont est capable Hugo Koenig, franchement, regardez son premier film parce que ça montre que même avec des moyens limités, on peut faire quelque chose d'efficace dans le cinéma de genre en France. Franchement, allez-y. Tu prends une caméra, une actrice et tu pars faire de l'urbex. Et ça te donne un film. Et ça fait Night Shot. Et franchement, c'est incroyable. Pour les fans de jeux vidéo qui ont aimé par exemple Outlast, regardez Night Shot. Visiblement, lui ne s'en est pas inspiré, mais franchement, si vous aimez Night Shot, vous allez aimer. Il y a une influence Outlast. Ouais. Enfin, non, il n'y a pas d'influence parce que du coup, il connaît pas Outlast, mais ça ressemble à Outlast. C'est hyper marrant. Enfin, hyper marrant, on s'entend. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le petit teasing. Bah, on espère que vous avez aimé ce top, flop, bof, mention honorable. Ça a duré beaucoup trop longtemps. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre top et votre flop de cette année 2022. Et puis en tout cas, nous je pense qu'on se reverra plus avant l'année 2023. Donc on vous souhaite plein de belles choses. On vous souhaite de bien fêter la nouvelle année. En mode cotillon serpentin, ça. Voilà, c'est ça. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Parce que Twitter existe toujours. Il n'est pas mort, bizarrement. Mais on a aussi une page Mastodon, si jamais. Aussi. On sait jamais. C'est vrai. C'est vrai. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.